aussi d'être venus aussi nombreux. À chaque fois de faire ces événements au mois de juillet, on a toujours peur de ne pas avoir de monde et à chaque fois on est plein. Donc il y a toujours ce stress. Donc on vous remercie d'être venus si nombreux. On remercie ceux qui nous ont déjà suivis hier. Je vais faire un bref retour sur l'histoire du collectif hein, qui est né en 2015, du fait que j'apprenne par un journaliste, un étudiant journaliste qui s'appelle Jean-Baptiste Lallemand, nous reprend juste le flambeau. La mémoire de la Nuit des Paras, il y a d'autres qui en ont parlé avant nous. D'autres comme le MRAP, la Ligue des droits de l'homme que je vois aussi dans la salle. Je pense à Laura Tareb et à d'autres personnes qui ont déjà travaillé sur cette nuit. Mais on reprend ce flambeau il y a 5 ans en se disant ben, pourquoi cet événement est oublié sur la ville de Metz et on a voulu vraiment y travailler. Et derrière, toute une aventure est née avec plein de manifestations diverses et variées que nous avons organisées. C'est passé par la venue de l'archevêque Monseigneur Tessier, c'est un archevêque d'Alger à Metz. C'est venu par la projection de films, la rencontre avec des jeunes. Et notre but essentiel, c'est vraiment de travailler sur toutes les mémoires. Donc, ce soir, on ne va pas forcément parler de la Nuit des Paras en elle-même, parce que je sais qu'il y a des témoins ici, comme je vois monsieur derrière qui était là, mais c'est vraiment, on veut travailler sur la mémoire des appelés, et c'est le sens même de la discussion qu'il va y avoir, parce qu'on a appelé ça une discussion entre Didier Doumergue et Raphaël Branche. Je vais laisser Didier Doumergue nous présenter Raphaël. Non, moi le protocole ça fait 2, excusez-moi. Je remercie la mairie de Metz et son représentant, M. Stop, mais j'ai aussi eu beaucoup d'excuses d'élus et je tenais à les citer quand même. J'ai eu les excuses du maire de Metz, du président du département, de Jean-Marc Todeschini, sénateur, ancien secrétaire d'État aux anciens combattants et à la mémoire, et nous avons la présence, et je vous en remercie beaucoup, de Madame le consul, mais aussi qui représente l'ambassadeur, voilà, aujourd'hui sur cet événement, et elle était déjà présente hier sur nos événements, donc je vous remercie, excusez-moi, je fais le programme protocole. Merci Selma pour cette présentation du collectif 61. Alors, comme vous le savez, monsieur le maire de Metz nous a un peu tiqué sur le fait que peut-être les historiens invités ou bien avec lesquels travaille le collectif ne donneraient pas toutes les garanties de scientificité. Enfin bon, c'était une allusion au conseil municipal qui était un petit peu curieuse. Mais bon, et nous invitons une historienne, et moi je vais dire exactement de quelle historienne il s'agit. Raphaël Branche, Madame Raphaël Branche, est professeure d'histoire contemporaine à Paris-Nanterre. D'abord, excusez du peu. Ensuite, elle est membre de l'Institut des sciences sociales et politiques. Elle est une ancienne rédactrice en chef de la revue du XXe siècle. Elle est membre du Conseil supérieur des archives jusqu'en 2019. Elle est présidente de l'Association des historiens contemporains de l'enseignement supérieur et de la recherche. C'est à elle qu'on s'est adressé pour aujourd'hui l'écouter. Elle est aussi, il faut le dire, la directrice de thèse de l'historien qui a fait en 2006 la première conférence à l'invitation du collectif sur la Nuit des Paras, Lucas Hart, qui n'a pas pu être là aujourd'hui. Donc voilà, ça c'est évidemment, c'est politique. Hein, je vous l'excuse. Raphaël Branche de vous présenter comme ça, mais de vous utiliser politiquement aussi, mais en même temps, il faut répondre. Voilà, on va parler aujourd'hui d'un livre qui s'appelle, voilà, c'est un gros livre que vous pouvez trouver donc au stand. On remercie évidemment la librairie du Tour du Monde de pouvoir nous présenter un stand avec tous les livres de Raphaël Branche. Vous pourrez tout à l'heure évidemment lui demander une signature, si vous voulez, après notre entretien. L'entretien va se passer de deux façons. Premièrement, quelques questions que je vais poser à Raphaël, mais ça sera plutôt une discussion à bâton rompu. C'est pas du tout quelque chose d'académique que nous voulons faire, même si j'ai rappelé tous ces titres-là. Peu importe. Nous, ce qui nous intéresse, c'est évidemment qu'est-ce qui a été fait dans cette recherche et comment Raphaël Branche a parlé
de ces appelés qui sont partis en Algérie faire une guerre dont on leur disait que ce n'était pas une guerre, que c'était leur service militaire, et qui sont rentrés ensuite et qui n'ont pas forcément parlé de ce qu'ils avaient vécu là-bas. Le sous-titre s'appelle « Une enquête sur un silence familial ». C'est pour vous dire à quel point, pour parler du silence, il faut faire 600 pages. Alors, évidemment, c'est important de dire, mais pourquoi il y a eu un silence? Comment il y a eu un silence? Et moi, personnellement, c'est en lecteur très particulier, un vicom pecus, que je vais discuter avec Madame Branche, parce que je ne suis pas un universitaire, je suis simplement un pied noir. Un pied noir qui est rentré d'Algérie en 1964. Donc, tout ce dont parle Raphaël Branche dans son livre, ça me touche particulièrement, mais au même titre que de nombreux Français ici, nombreux Algériens, nombreux pieds noirs, des harkis qui ont vécu et qui sont encore complètement sensibilisés par cette matière-là, ô combien sensible. Pourquoi? Parce que ça parle de nous, de nos souffrances. Le nombre d'appels était incroyable, et évidemment, c'est à partir de là que je vais m'entretenir avec Raphaël Branche. Elle va bien. Elle va bien. Voilà, alors je vous approche ça. Ensuite, après l'entretien, évidemment, je passerai la parole à la salle pour que vous puissiez aussi poser vos questions, amener des témoignages, etc. Et ensuite, vous pourrez vous rendre à la séance de signature des livres, si vous le voulez. Alors, la première question pour amorcer, disons, cette discussion, moi, ce qui m'a complètement intéressé d'abord, en lisant le livre, c'est que je me suis aperçu, alors je parlais de la souffrance à l'instant, le grand thème que j'ai, à mes yeux, dans ma lecture de ce livre-là, c'est à quel point la parole ne se délivrait pas. C'est pour ça qu'il y a silence. C'est un des thèmes de ce livre énorme, cette enquête énorme. La parole ne se déploie pas si elle n'est pas attendue. On ne parle pas à des gens qui ne veulent pas écouter. Pourquoi les Français n'ont pas voulu écouter? Pourquoi les Français n'ont pas tendu l'oreille? Quelques-uns l'ont fait, bien sûr. Hein. Et à partir de là, comment ça s'est mis en place? Et j'ai lu le livre comme une espèce de réparation, comme une espèce de moment de très grande empathie avec ces familles qui ont vécu ce drame algérien de leur point de vue, du point de vue des familles d'appelés, avec ces appelés. Il y a tellement de témoignages d'appelés à l'intérieur du livre qui sont reproduits, qui arrivent. Voilà. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Vous avez fait un livre de réparation, d'empathie. D'abord, après, il y a toute une matière énorme, hein, comme je le dis, c'est une enquête énorme. Mais ce que j'ai lu, c'est ça. C'est d'abord, vous avez écouté et, en quelque sorte, vous êtes substitué à ce manque d'écoute qu'il y a eu à l'époque. En tout cas, c'est très touchant ce que vous dites. Je sais pas. Je sais pas, mais je vais parler plus fort. C'est ça, vous m'entendez pas? Là, c'est beaucoup mieux. Ouais, c'est beaucoup mieux. Alors, avant de vous répondre, bonjour, bonsoir à tous et toutes, et merci à Selima pour cette invitation. Je voulais juste, je suis très heureuse que vous ayez évoqué le nom de Lucas Hart, qui effectivement a fait sa thèse en co-direction avec moi. Quand j'ai été contactée par le collectif il y a 5 ans, Lucas était en train de finir sa thèse et il a travaillé sur les Algériens dans la région, en fait, de 1945 à 1962, et il avait découvert à la nuit des paras à l'occasion de sa recherche de thèse, et donc c'est arrivé pour lui à un moment où il avait acquis, sa recherche était finie, et vous, c'est-à-dire la société dans laquelle l'événement historique s'était passé, s'intéressait à son objet. Et c'était c'est toujours un jeune homme, et ça, c'était une espèce de conflagration.
Voilà, pour lui, c'est-à-dire, ah, mais ce que je fais, je croyais que ça intéresserait juste ma directrice de thèse et 3 personnes et mes parents. Et puis en fait, il y avait des gens que ça intéressait à Metz. Ça a été une expérience très forte pour lui, je le sais. Et il a touché du doigt là ce que moi je touche depuis le début de ma recherche par mes objets. C'est-à-dire que les objets sur lesquels je choisis de travailler sont sensibles, au sens où ils touchent la sensibilité de beaucoup de gens. Et c'est un choix de ma part de le faire pour avoir la chance de pouvoir rencontrer les gens. Moi, je fais ce qu'on appelle de l'histoire du temps présent, c'est-à-dire, c'est pas simplement d'histoire contemporaine, c'est de l'histoire qui s'écrit. La caractéristique de cette histoire-là, c'est qu'elle s'écrit alors que les gens qui l'ont vécue sont toujours vivants. Donc c'est une histoire dont le curseur avance avec le temps. L'histoire du temps présent, quand j'ai commencé à en faire, c'était les années 20, les années 30. Oui. Et puis maintenant, c'est plus l'histoire du temps présent, les années 20, les années 30. Voilà. Donc ça avance comme ça. Et donc en travaillant depuis 25 ans maintenant sur la guerre d'Algérie, j'ai toujours travaillé avec les témoins. Et ayant toujours travaillé sur des questions militaires, j'ai plutôt travaillé avec les hommes. Et pour ce livre, la focale a complètement changé pour moi, puisqu'il s'agissait de travailler sur les familles, et donc les femmes. Les hommes, bien sûr, et les femmes. Donc les hommes et leurs femmes, les hommes et leurs sœurs, et leurs frères, et leurs filles, et leurs fils. Et donc tout le projet, il était évidemment empathique, parce que quand on travaille avec des humains, si on n'est pas empathique, je ne sais pas ce qu'on est, mais donc, bien sûr qu'il était... Mais c'est pour faire de l'histoire. Donc c'est le sens de la rencontre, il est de rechercher à écrire au plus près possible de ce qui s'est passé. Voilà, c'est ça le travail de l'histoire, c'est la vérité comme horizon. Et on essaye d'étendre le mieux possible avec le plus de sources possibles, sans écarter les sources qui vous déplaisent, parce que sinon c'est pas de l'histoire, c'est autre chose. Donc, c'est ça que j'ai essayé de faire. Et donc, pour répondre à votre question, je suis partie du constat que j'avais depuis que je travaille sur ces questions, sur la guerre d'Algérie, le constat qui était que très fréquemment, quand vous êtes une historienne et que vous dites à quelqu'un en France que vous travaillez sur la guerre d'Algérie, on vous répond « Ah, mais moi je connais quelqu'un qui l'a faite, mais il n'en a jamais parlé. » C'était en général en 2 temps. Quand c'était « je connais quelqu'un », c'était « il n'en a jamais parlé ». Ou il en a très peu parlé, ou il n'en parle jamais, ou c'est toujours... Il y avait toujours cette idée que les hommes qui ont fait cette guerre n'en ont jamais parlé. Donc à un moment, quand on est historienne, la récurrence d'une affirmation questionne. C'est-à-dire que c'est plus une histoire individuelle. Ça devient peut-être une histoire collective. Et si ça devient une histoire collective, c'est une histoire qui intéresse l'histoire. Et à partir de là, je me suis demandé si ça ne pouvait pas être un sujet d'histoire. Ils n'en ont jamais parlé. C'est-à-dire pas le silence, mais les proches qui disent ils n'en ont jamais parlé. Donc c'était tout de suite les familles qui m'intéressaient, de comprendre ce qui s'était passé dans les familles. Et donc pour aller au cœur de ce que vous avez dit, oui, ce que je crois, c'est que le silence n'est pas le résultat d'une expérience. Le silence n'est pas l'unique résultat d'une expérience. Parce qu'une expérience peut donner plein d'autres choses que du silence, mais surtout parce que ce qui explique le silence, ce n'est pas l'expérience. On a souvent cette tendance à voir les choses comme ça. Je vis quelque chose de traumatisant, je vis quelque chose de dur, je n'en parle pas. Voilà, on vous raconte les choses comme ça. Et donc c'est l'expérience qui expliquerait le silence. Moi, ce que je dis, c'est que si on voit les choses comme ça, on passe à côté de ce qui se joue dans la communication. Le silence, c'est une forme de communication. Le silence, c'est « je ne dis pas ». Le silence, c'est « je ne remplis pas par des mots, mais je remplis par autre chose ». Un acte de transmission. Et donc, cette autre chose, il se fait avec des gens. On n'est pas silencieux tout seul dans sa chambre, c'est pas du tout la même nature de silence. Le silence dont on parle là, c'est un mode de transmission. Et donc, si on se contente de dire qu'il y a une expérience qui donne du silence, comme une espèce de loi, je ne sais pas de quel ordre, psychologique, il me semblait qu'on passait à côté d'un élément essentiel qui était à qui je raconterais. À qui, moi, à qui c'est arrivé, je raconterais. Et à partir de là, la question, elle interrogeait les groupes. C'est-à-dire, l'homme dans son groupe. Donc son groupe, en l'occurrence celui que moi j'ai choisi, sa famille. On aurait pu choisir le groupe d'amis, le groupe de collègues, le groupe d'anciens combattants, voilà. Mais le groupe familial, pour des raisons sur lesquelles je pourrais revenir si vous voulez, c'était celui que j'ai privilégié. Et ce groupe-là, il évolue dans le temps.
Évidemment, on n'a pas les mêmes relations avec son père quand on a 5 ans, quand on a 15 ans, quand on a 45 ans. Et donc, les modalités de la communication changent. Et donc, il n'en a jamais parlé comme une espèce d'absolu, mais il se fragmente, en fait. Il se fragmente temporellement. Et donc, on dit temporellement, je ne suis pas sûre, dans le temps. Ce qui fait que le livre traite 80 ans d'histoire, en fait, puisqu'il va jusqu'à nos jours, jusqu'à la veille de l'écriture. Et puis, il commence, en fait, à l'enfance des hommes, de leurs frères et de leurs sœurs. Donc ça, je peux y revenir si vous voulez. Parce qu'il me semblait que pour comprendre le silence, il fallait comme je l'ai dit, je pense qu'il ne faut pas partir de l'événement uniquement pour le comprendre. Bien sûr que l'événement joue. La nature de l'événement joue. Mais pour avoir travaillé dans mes travaux précédents sur des choses compliquées, par exemple, j'ai travaillé sur la captivité des soldats faits prisonniers du FLN. J'ai rencontré ces hommes, j'ai rencontré leurs femmes. Je sais bien qu'un même événement ne donne pas la même chose. Par exemple, des hommes qui ont été capturés ensemble par le FLN, qui ont fait, je sais pas, 14 mois en captivité ensemble, ben, juste, ça ne donne pas la même chose, ça ne donne pas la même transmission. Donc, c'est pas que l'événement. C'est l'événement tel qu'il est perçu, tel qu'il est reçu, et tel qu'il peut être entendu. Donc ça, c'était le premier élément, prendre le silence dans sa dimension communicationnelle, pour dire les choses un peu avec un mot très moche. Et l'autre élément, si je garde encore la parole, oui. Ouais. L'autre élément, c'est voir les choses comme ça, c'est voir les choses par la fin. C'est-à-dire, mon frère, mon père, mon fils revient d'Algérie et il ne parle pas. Ou il fait des cauchemars. Ou il a des comportements pas comme d'habitude, etc. Ou, bon, pendant un mois ça a pu été, puis après, bon, heureusement, ça a été, il a sa vie, etc. Bref. Mais ça commence toujours le récit par l'homme de la famille rentre d'Algérie. Et moi, je me dis, en fait, on ne comprend pas si on regarde juste là. Si on met le curseur du temps au moment du retour, ce que je voulais faire au départ, je voulais travailler sur le retour. Mon projet s'appelle le retour. Si on commence au retour, il manque des éléments pour comprendre. Donc j'ai bougé complètement le curseur du temps, et la recherche commence dans les années 30. Dans les années 30, pourquoi? Parce que je commence avec la naissance de ces hommes, et de leurs sœurs, de leurs frères, pour comprendre, en fait, pour dire un peu les choses vite, leur vision du monde, leur représentation du monde, l'image qu'ils avaient, par exemple, d'une guerre. Parce qu'en Algérie, ils vont faire la guerre, quoi. Qu'on en ait dit officiellement, c'est un sujet, mais disons, on est d'accord aujourd'hui, ils vont faire la guerre. Et pour eux, à l'époque, il n'y avait rien d'évident. Pourquoi c'était pas évident? Parce que l'État disait que c'était pas la guerre, d'accord, mais il y a d'autres raisons. Allons voir ce que c'était une guerre pour eux. C'était quoi la guerre? Ben, c'était la Grande Guerre, en fait. La guerre de leur enfance, dans les années 30, c'est la Grande Guerre. Tous les hommes de la famille, il y en a toujours qui ont fait la Grande Guerre. Certains noms qui ne sont pas revenus. Dont on parle dans la famille, dont on a la photo, dont on a le médaillon, où il y a le monument aux morts, où on va tous les 11 novembre. C'est d'abord ça, la guerre. La vraie, la grande, l'unique en réalité. Et après, il y a la deuxième qui arrive, avec, évidemment, vous le savez bien ici, des expériences très différenciées selon l'espace où on se situe en France. Pareil pour la première d'ailleurs. Donc, après, il y a la deuxième, c'est-à-dire la défaite, c'est-à-dire pour beaucoup la captivité des pères, 1 800 000 hommes prisonniers, beaucoup de pères. Le retour de captivité des pères au bout de plusieurs années, et puis l'expérience de l'occupation. Puis pour certains, l'expérience de la résistance, pour une infime minorité de gens. Et tout ça, ça précède la guerre d'Algérie. Tout ça, ça précède, plus exactement, le départ en Algérie, qui n'est pas une guerre. Donc, je me suis dit, il faut absolument que je comprenne ce qu'ils ont dans la tête avant de partir. Eux. Notamment, donc, leur imaginaire de la guerre. Leur imaginaire de l'Algérie. Leur imaginaire des Algériens. Leur imaginaire de plein de choses. Ce qu'ils avaient dans la tête. Et puis, ce qu'avaient leurs proches aussi. Puisque vous vous rappelez, on dit que c'est pas simplement le soldat, c'est aussi ses proches. Est-ce que ses proches étaient capables de comprendre ce qu'ils vivaient là-bas? Il n'y a pas la télévision à l'époque, il y a encore moins Facebook, tout ce que vous pouvez imaginer, il n'y a pas de truc direct, donc toutes les informations qui arrivent de France sont extrêmement filtrées. Ce qui arrive au métropolitain, extrêmement filtré. Donc ils dépendent beaucoup de ce que va leur dire leur proche de ce qu'il vit là-bas. Si le proche ne dit rien, il y a peu de chances qu'ils apprennent la vérité. Peu de chances qu'ils l'imaginent même.
Donc j'avais besoin de comprendre ce que les proches et l'homme qui part avaient comme représentation du monde avant de partir, de l'Algérie, de la guerre, de l'armée, du service militaire. Parce qu'en fait, ils partent faire leur service militaire et ça aussi, les plus jeunes auteurs ne savent plus ce que c'est. Mais voilà, il faut rappeler ce que ça voulait dire. Un service militaire à une époque où l'objection de conscience n'existe pas en France. Donc il y a soit on fait un service militaire, soit on déserte. Il n'y a pas beaucoup d'alternatives, il y en a une entre les deux, elle s'appelle l'insoumission, elle est compliquée aussi. Donc c'est pas si simple. Quand aujourd'hui on dit vous pouvez dire non, non, vous ne pouvez pas trop dire non en fait. Donc c'est quoi le service militaire? C'est une obligation, c'est un devoir, et c'est un devoir que les Français font. Ils font volontiers. Font volontiers à cette époque. Une infime minorité de gens qui ne souhaitent pas le faire. Font volontiers. On n'est même pas 10 ans après la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Il ne faut quand même pas oublier ça non plus. Donc on est très marqué. Les grands-pères ont fait la Première Guerre mondiale, parfois les pères. Les pères ont fait la deuxième, parfois les grands frères. Et donc, quand ça arrive sur le tour du garçon de la famille qui a 20 ans, c'est son tour et il part. C'est tout. Donc j'avais besoin aussi de bien remettre ça en contexte. Ça voulait dire quoi partir? Ça voulait dire faire son devoir et devenir un homme. Parce que par ailleurs, ça reste un rituel initiatique fondamental socialement dans la France de cette époque. Le service militaire, pour ensuite avoir le droit de se marier. En fait, c'est évidemment pas un droit écrit, mais c'est une norme sociale. On ne va pas se marier si on n'a pas fait son service. Donc on a très très envie de faire son service aussi pour ça. Hein. Et surtout d'en revenir. Donc j'ai eu besoin voilà, tout le livre en fait met place très longuement tout ça avant d'arriver à la question du retour. Et puis entre le départ et le retour, il y a l'Algérie. Il y a ceux qui y vivent. Donc là on parle de jeunes hommes de 20 ans qui n'ont pas le droit de vote mais qui ont le droit d'aller faire un service militaire et qui vont y passer un temps indéterminé. Parce que si on se contente de regarder les textes disent que c'est 18 mois le service militaire à l'époque. Sauf que dans la réalité, ceux qui l'ont vécu ici le savent, c'est pas 18 mois. Il y a des moments où ça a été 18 mois, et surtout des moments où ça a été beaucoup plus. Puisqu'au fur et à mesure des besoins de la guerre, le gouvernement a prolongé le temps sous les drapeaux. Puis il les a prolongés de manière variable en fonction du grade, notamment, en fonction des charges de famille aussi. Donc ce qui fait qu'il y a des expériences très différentes. Hein. 2 hommes qui ont pu servir dans la même unité, s'ils sont partis à 3 mois de décalage, ils n'ont pas eu la même durée sous les drapeaux, possiblement. Et c'était impossible à prévoir. Quand on partait, on ne savait pas pour combien de temps on partait. Enfin, si, on croyait qu'on partait pour une certaine durée, puis finalement, on ne partait pas pour cette durée-là. Donc pour les proches, imaginez comme c'était facile de se projeter. Pour les familles, en général, les petites amies notamment. Donc j'ai essayé de travailler aussi sur ce moment-là en Algérie, qui est un moment où le temps ne leur appartient plus. Le temps appartient à l'État. C'est normal, c'est un service militaire. Voilà, tout est contrôlé. En Algérie, il n'y a pas de permission. Hein. Donc, enfin, il y a des moments de détente, hein, on peut partir quelquefois, mais on ne rentre pas en métropole, c'est trop long, trop compliqué, on rentre parfois une fois, voilà, mais c'est pas beaucoup. Donc c'est surtout un temps en Algérie. Et donc il y a aussi toute une partie du livre qui s'intéresse à ce qu'ils ont dit quand ils y étaient. Parce qu'en revanche, ils écrivent beaucoup. Pas tous, pas tout le temps, etc. Mais ils écrivent en tout cas. Voilà, les hommes qui partent écrivent à leurs proches, les Français de cette époque savent tous écrire, donc ils écrivent. Quelques analphabètes, mais ils sont très rares. Et dans ces cas-là, les copains écrivent parfois. Bref, donc ils écrivent. Et surtout, ils attendent qu'on leur écrit. On leur écrit, tout va bien, en général, ça va bien, et puis on donne des nouvelles, etc. Et donc, le retour se fait après tout ça. Et j'avais besoin de montrer ça, c'est-à-dire que c'est pas simplement ils rentrent et ils racontent peu, ils racontent pas, ils n'ont pas l'air bien ou ils ont l'air heureux, hein, peu importe, ça peut aussi très bien se passer le retour, attention. Mais ils racontent ce qu'ils veulent à leur retour, évidemment, mais ils racontent pas exactement ce qu'ils veulent parce qu'ils sont tenus par les représentations que les proches se font de la guerre. Donc, par exemple, à la guerre, normalement, on ne tue pas des civils. On est un soldat français, on ne tue pas des civils. Ça, c'est pas comme ça. À la guerre, on n'a pas de risque quand on est cuisinier. Ou chauffeur, pas de risque. Ben, sauf quand c'est une guerre d'embuscade. Quelqu'un est chauffeur ou cuisinier, ça ne fait pas une grosse différence. Donc, si vos proches ne se sont pas rendus compte qu'en étant cuisinier, vous étiez exposé, vous n'allez pas forcément le dire en fait. Si pendant 18 mois, vous leur avez écrit « T'inquiète pas ma chérie, je suis aux cuisines, je ne risque rien », c'est sûr qu'au retour, vous n'allez sans doute pas dire autre chose. Donc j'avais besoin de comprendre ce qu'ils avaient dit pendant, pour comprendre aussi ce qu'ils pouvaient dire après. La marge d'évolution, la marge de différence qu'il pouvait y avoir entre leur discours pendant et leur discours après.
sachant que les familles n'ont pas forcément conscience de cette autocensure et qu'il n'y a pas de censure à l'époque. C'est pas du tout comme une guerre, pour le coup. Il n'y a pas de contrôle postal par l'armée. On peut dire ce qu'on veut en réalité. Alors c'est un peu plus compliqué que ça, mais enfin en gros c'est ça. Donc il y a des hommes, il y a des correspondants sur lesquels j'ai travaillé qui le montrent, qui racontent beaucoup de choses. Beaucoup de choses. Ça m'a franchement surprise. Certains disent énormément de la vérité de la guerre. Mais ils sont très très rares. Ces hommes-là sont très très rares, pour plein de raisons sur lesquelles on pourra revenir si vous voulez. C'est vrai que dans ces cas-là, quand beaucoup de choses ont été dites, parfois on ne parle pas au retour, parce qu'on a déjà tout raconté par lettre. Parce qu'en l'occurrence, ce sont des lettres envoyées aux femmes, aux épouses, aux futures épouses. Ils ont l'impression d'Algérie, elles ont déjà soupé. On ne va pas en plus en reparler au retour. Donc, il peut y avoir un silence, mais qui ne veut pas dire qu'on cache quelque chose, par exemple. Il peut y avoir un silence, on a déjà beaucoup parlé. Donc, vous voyez, les silences, c'est plusieurs silences, en fait. J'ai écrit enquête sur un silence. En fait, non, bien sûr, c'est des silences. C'est bien sûr plein de silences différents. Et donc, ils sont adossés, les silences, aux représentations qui précèdent et à la manière dont on a transmis pendant. Voilà. Désolée, je vais après. Oui. Comme ça, au moins, vous avez votre micro. Oui, alors. Ah, ça y est, voilà, la caméra est éteinte, d'accord. Oui, alors, évidemment, vous êtes passé vite, ça nous intéresse beaucoup ici, en Lorraine, mais simplement en toute la France. Sur, par exemple, quelque chose m'avait frappé quand j'ai vu, vous avez dit, mais les gens qui sont revenus de la Grande Guerre non plus, n'ont pas autant parlé qu'on s'attendrait à ce qu'ils parlent. Ils n'ont pas finalement beaucoup parlé, même s'il y a une très très grande différence, vous venez de le rappeler, entre cette guerre, la Grande Guerre, même la guerre de 39-45, qui est une autre modalité, parce que c'est pas du tout la même chose que ce qui s'est passé en Algérie. En plus de ça, comme vous le dites, l'Algérie n'était pas reconnue comme étant en guerre, puisque c'était la France, l'Algérie à l'époque, hein, donc il n'y avait pas de guerre. On aurait dû dire que c'était une guerre civile, donc on ne pouvait pas le dire, donc il n'y avait pas de guerre. Donc il y a eu ce silence déjà de ses pères ou de ses grands-pères qui avaient fait la guerre et qui finalement donne le fait que, bon, on suit une espèce de ritournelle sociale qui est, voilà, on ne parle pas de la guerre. La deuxième chose que j'aimerais dire, c'est que, après tout, si on dit à des gens, vous partez faire votre service militaire et non pas une guerre, il y a déjà un silence, là. Et le silence qui est, on ne sait pas, on ne dit pas exactement ce qu'on vit, on n'essaye pas de, enfin, on essaye de ne pas effrayer les familles, les petites amies, les mères, etc., par ce qu'on vit, même s'il y a quand même des gens qui l'ont fait, c'est rare, comme vous le dites. En réalité, on voit bien quand même qu'il y a déjà quelque chose qui est instauré par l'État. Si on ne dit pas quelque chose, on ne peut pas demander aux autres de dire ce qui se passe, puisque de toute façon, ils sont encadrés dans... vous avez fait un service militaire, et on appelait ça pacification, et de mon temps, les militaires qui étaient dans mon village, je les voyais bien, ils étaient persuadés qu'ils étaient en train de faire une œuvre de pacification, c'était très sympa de les rencontrer, etc. Et c'était pas du tout... ils n'étaient pas en guerre, mais en réalité, la mort arrive tout de suite. Dans mon village, quand j'étais dans le Kabylie, il y avait des tirs, et donc il y avait des morts, et on les voyait bien. Mon père était instituteur, et je sais très bien que le matin, quand on sortait de l'école, il y avait des corps devant l'école, et mon père était furieux que les enfants doivent regarder ces corps-là, etc. Donc, il demandait qu'on les enlève tout de suite, parce qu'il ne fallait pas qu'on montre la mort. La guerre, c'est la mort. Donc si on dit que ce n'est pas une guerre, il n'y a pas de mort. Mais en réalité, la mort est là tout le temps. Donc c'est vraiment quelque chose qui m'a beaucoup étonné dans ce que vous avez fait. Oui, mais là, on sent bien la différence entre la France et l'Algérie. C'est-à-dire qu'en Algérie, c'est impossible, oui. En Kabylie, a fortiori, d'ignorer l'existence de la guerre. Voilà. On peut toujours trouver des poches préservées jusqu'à une certaine date. Enfin, globalement... Et pour les Algériens en particulier, c'est impossible. Alors, il y a quand même 2 millions d'Algériens qui sont, sur 8 millions, qui sont déplacés, par exemple, du fait de la guerre.
Donc il y a une présence très importante de l'armée française, 400 000, on va jusqu'à plus de 400 000 hommes à un moment sur le territoire français, 400 000 soldats français en Algérie. Donc c'est impossible de l'ignorer. Beaucoup plus facile de l'ignorer en métropole. En métropole, selon les endroits, alors à Metz, non, puisqu'à Metz, il y a une forte communauté algérienne et qu'il y a des affrontements très très tard dans la guerre entre les messagistes et le FLN, ce qui fait qu'il y a des morts à Metz, algériens. Et donc la dimension au moins interne aux Algériens, elle est visible pour ceux qui passent dans les quartiers où les choses se passent, parce que c'est quand même très localisé spatialement, hein, ces assassinats entre Algériens. Mais il y a des endroits de France où on a totalement ignoré la guerre. Jusqu'à ce que le gars du village rentre entre quatre planches. Et alors là, on n'ignore plus du tout. Mais pas tant que ça, parce qu'il y a bien sûr des dizaines de milliers de morts à la guerre en Algérie de Français, mais c'est peu. C'est peu par rapport aux autres conflits. C'est peu par rapport aux accidents de la route à la même époque. Donc oui, mais on peut être passé à côté de la guerre. Quand on est français métropolitain, on peut être passé à côté de la guerre. C'est possible. C'est la vérité de cette expérience. Même quand on avait un proche qui était en Algérie. Et c'est là où ça touche quelque chose de difficile à comprendre, parfois. Mais l'Algérie, c'est loin. Enfin, l'Algérie, c'est près. Mais l'Algérie, c'est loin, au sens où les informations, encore une fois, il n'y a pas de journalistes. Enfin, il faut se remettre. Il n'y a pas de journalistes libres en Algérie. On ne peut pas circuler quand on est journaliste en Algérie pour faire de l'information. Par exemple, ça, c'est pas possible. C'est l'armée qui vous emmène où elle veut, l'armée française. Et il n'y a pas, du côté du FLN, de médias indépendants, autonomes, enfin, de leur côté. Encore une fois, il y en a un petit peu, mais globalement, on n'a pas d'accès à l'information. Donc, il est possible de l'avoir ignoré. C'est pas les gens qui se sont aveuglés, je sais pas quoi. Non, il est possible d'avoir vécu les années de 54 à 62 sans s'être vraiment rendu compte de ce qui se passait en Algérie. Il fallait pas lire beaucoup les journaux de gauche, notamment qui ont été critiques à certains moments de la guerre. Mais voilà, évidemment, tout le monde ne dit pas, je sais pas quel France Observateur, hein, on puisse dire. Donc voilà, donc on peut tout à fait l'avoir ignoré. À la différence donc de la Grande Guerre. Et à la différence de la deuxième, ça ne se passe pas sur le territoire métropolitain, c'est la grosse différence. Et dans mon livre, je ne parle que des appelés métropolitains. J'ai fait le choix de ne pas prendre les appelés nés en Algérie, parce que ça aurait été profondément différent. Pas d'expérience de la guerre sur leur sol pour la première guerre. Pour la deuxième guerre, une vraie expérience à partir de 42, mais rien à voir. Enfin, une autre expérience, et puis une vraie difficulté par rapport à les identifier, puisqu'à l'époque, dans les sources de l'armée française, on ne distingue pas les gens selon leur lieu de naissance. Donc, les Français d'Algérie servent au milieu des autres, enfin, sauf certains régiments. Bref. Donc cette expérience, elle est commune parce qu'elle est métropolitaine. Et donc vous disiez, les hommes se sont tués au retour de la guerre. Oui et non. Enfin, je crois que ça... Alors bien sûr, il y a même des choses qu'on pourrait lire au-delà de la France. On pourrait raconter d'autres histoires, d'autres conflits, d'autres soldats qui n'aiment pas raconter ce qu'ils ont vécu. Mais vous voyez, quand on le dit comme ça, on a l'impression que c'est seulement ce qu'ils ont vécu qui fait qu'ils ne racontent pas. Je continue à penser que c'est pas si simple que ça. Voilà. Je continue à penser, et il y a des cas de guerre, les guerres dont on a pu être fier, on peut en être rentré, en être des héros, être salué, avoir des récits, ça ne veut pas dire qu'on raconte le fond de sa pensée, ton expérience. Mais... Donc ça a à voir avec le contexte social. Pour la Grande Guerre, il y a un discours patriotique français très fort, il y a un discours public très fort dans les années 20, dans les années 30. Les associations d'anciens combattants, ça a été montré par Antoine Pro, le grand historien Antoine Pro. La France des années de l'entre-deux-guerres, elle est imprégnée par les anciens combattants. Ils sont présents partout. Ils sont politiquement, tous les acteurs politiques sont des anciens combattants, les acteurs économiques sont des anciens combattants. Les associations sont des vecteurs politiques essentiels de la vie de la France de cette époque. Rien à voir avec la guerre d'Algérie, où le seul discours c'est circuler, il n'y a plus rien à voir. Heureusement, on s'est débarrassé du poulet, et maintenant on va regarder devant le nucléaire, je sais pas quoi, l'avenir, etc. C'est pas vraiment ça. Et puis les rapatriés, on va les intégrer, et puis voilà. Donc le discours, il n'y a pas de discours sur la guerre, il n'y a aucun discours sur la guerre dans la France des années 60. Et donc il n'y a pas de discours sur la guerre en fait pendant très longtemps. Mais c'est là où il faut faire intervenir autre chose, c'est-à-dire que l'ancien combattant, sa famille, ça forme un premier cercle de compréhension de ce qui se joue dans la transmission, mais le cercle au-delà, celui dans lequel on est tous pris, c'est la société française dans son ensemble. Et cette société, elle est marquée par les discours d'un État qui dit des choses plus ou moins univoques,
sur le passé, qui donne plus ou moins des cours d'histoire, hein, ça dépend, ou qui ne dit rien. Pour ce qui concerne les plats français, c'est surtout qui ne dit rien pendant longtemps sur la guerre, ou peu de choses. En revanche, la société, elle bouge. La société française, elle bouge sur la question de la guerre d'Algérie. Elle évolue. Alors, les associations d'anciens combattants, par exemple, je le montre un peu dans le livre, sont assez réticentes à accueillir les anciens d'Algérie au départ. Puis après, ils vont s'ouvrir. De ce point de vue-là, de leur côté, ça évolue aussi. Quand je dis la société française évolue, c'est par exemple ce qu'on raconte à l'école évolue. Donc c'est l'État, bien sûr, mais si les choses évoluent à l'école, c'est parce qu'il y a des travaux de recherche. Il y a des travaux de recherche, c'est parce qu'il y a des archives, il y a des gens qui ont travaillé. Et donc à partir des années 90, quand les archives commencent à être ouvertes, vous avez dans les manuels scolaires, très très vite, à une vitesse qui moi m'a sidérée, très très vite, les connaissances de la recherche fondamentale qui passent dans l'enseignement scolaire, dans les années 90. Oui, on est loin après la guerre. Hein. Donc il y a beaucoup d'enfants d'appelés qui n'ont jamais eu entendu parler de la guerre d'Algérie à l'école, mais dans les années 90, deuxième moitié, c'est surtout beaucoup le cas. Et donc c'est pas un hasard si en 1999, l'État français, par un vote d'une loi d'origine parlementaire, peut voter à l'unanimité des deux chambres la reconnaissance du fait que les opérations dites de maintien de l'ordre en Algérie et en Afrique du Nord sont en fait la guerre d'Algérie et le combat de Tunisie et du Maroc, c'est parce qu'il y a un consensus social. Les parlementaires, il y a un consensus chez les parlementaires, mais les parlementaires sont l'émanation d'un peuple qui est consensuel sur la question. C'est un secret de polichinelle, évidemment, en 1999. Donc c'est pas une décision de l'État qui tombe comme ça, comme parfois on dit l'État reconnaît la guerre en 99. Non, c'est pas l'État reconnaît la guerre en 99, c'est pas tout d'un coup, il y a un homme politique éveillé qui a dit non, qui a dit au bout de 40 ans, tiens, en fait c'était une guerre. Non, 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 il y a toute une société qui n'attend plus que ce mot pour désigner quelque chose qu'elle sait depuis bien longtemps. Et donc cette société, cette gang dans laquelle on est tous pris, eh ben, elle travaille sur nous, elle agit sur nous. Et donc elle agit sur les familles, elle agit sur les anciens combattants, et elle agit sur la capacité à parler et à dire. Donc c'est beaucoup plus difficile dans les années 60 de raconter des choses qu'on a vécues en Algérie alors qu'on est proche de l'événement, parce que, en gros, ça n'intéresse pas grand monde, ça n'intéresse pas les proches, pas tellement, ça n'intéresse certainement pas l'État, et pas beaucoup de choses. C'est beaucoup plus facile 40 ans après, parce que aussi la société est beaucoup plus prête, parce que les gens savent beaucoup de choses, et moi on m'a souvent raconté des anciens combattants qui sont questionnés par leurs petits-enfants, qui ont appris des choses à l'école. Alors ça oui, mais aussi parce qu'en fait il y a des sources d'informations qui ne sont pas simplement la famille, et qui sont arrivées par les sœurs. Et les enfants aussi, ils peuvent aller sur internet, les enfants adultes, je veux dire, hein, ils peuvent se renseigner, ils peuvent lire des choses, ils peuvent, etc. Et quand vous regardez la bibliothèque, quand vous faites de la recherche comme moi, que vous regardez la bibliothèque des enfants, ou les films qu'ils ont vus, et vous comprenez comment les questions arrivent au père après 20 ans, après 30 ans. Parce qu'elles viennent de cette gang dans laquelle on est, et qui aujourd'hui, sur la guerre d'Algérie, on sait énormément de choses. Si on veut savoir, on peut savoir. Et on peut savoir de manière scientifique. Il y a énormément de chercheurs et de chercheuses qui travaillent. Il faut arrêter de dire, il faut laisser les uns travailler. C'est bon, on travaille. Ça fait 30 ans qu'on travaille maintenant. Depuis que les archives sont ouvertes, depuis 92. Donc il y a beaucoup de choses sur lesquelles on ne sait pas beaucoup de choses en histoire contemporaine, mais en Algérie, on commence à vraiment savoir plein de choses. Donc les informations, quand on les cherche, on peut les trouver. Et quand on les a, ça peut rendre un peu plus fort face à des questionnements intimes sur lesquels on n'avait pas de réponse en cadre personnel. Par exemple, quand les pères sont morts et qu'on avait des questions sans réponse, parfois on peut essayer de les trouver dans les livres, etc. Ce qui n'était pas le cas avant. Donc c'est pour ça que cette question elle est prise dans le temps et qu'il ne faut pas simplement, pas simplement se demander ce que pense l'État. Heureusement, on peut penser sans l'État. Mais regardez tous les discours qui sont, toutes les propositions qui existent d'explication. Oui, moi ce qui m'a... Quand vous racontez le départ des appelés en guerre d'Algérie, les gens sont mobilisés de 2 mois en 2 mois. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une mobilisation générale, c'est-à-dire qu'il n'y a pas vraiment une guerre, on va faire son service de 2 mois en 2 mois, et on rentre aussi de 2 mois. Enfin, c'est ce que vous écrivez, et moi je me suis dit, ah ben oui, là c'est vraiment une des marques du fait qu'on n'est pas gagné de la même façon par la guerre. L'autre chose, c'est que les jeunes qui sont là-bas, ils racontent bien sûr quelque chose de l'Algérie, mais par exemple dans le texte, vous employez le mot exotique, c'est-à-dire que vous caractérisez la façon dont les appelés parlent de l'Algérie sur le mot exotique. Tous les
militaires que moi j'ai rencontrés quand j'avais 10-12 ans dans mon village kabyle. Donc quand ils parlaient de moi, de nous et de mon pays, donc finalement ils le voyaient. Alors pour raconter une anecdote qui est merveilleuse, il y a une mère d'un appelé qui lui dit « Trouve-nous un hôtel, on vient passer des vacances avec toi en Algérie ». Et c'est incroyable, c'est-à-dire que pour moi, je veux dire ça aujourd'hui, qu'une mère pouvait dire à son fils « Trouve-nous un hôtel pour qu'on vienne passer quelques jours avec toi, on va visiter le pays qui m'a l'air d'être un beau pays ». Alors bon, que le pays soit beau, bien sûr, évidemment, je suis complètement convaincu, mais les Algériens en sont convaincus aussi. C'est tout à fait étonnant ça, la façon dont, peut-être après vous parlerez aussi de la façon dont les appelés nous voient, je dis moi, arrière-petit-fils de colon, un colon, comment ils nous voient, nous les pieds noirs, comment ils voient l'Algérie d'une façon exotique, comment ils voient les pays noirs, c'est pas du tout exotique, et voilà. Merci de revenir juste sur le premier point. Effectivement, je pense qu'il y a des éléments qu'il faut bien établir, c'est-à-dire que, comme vous l'avez dit, quand on dit des mots, on a des images qui apparaissent dans la tête. Et donc, quand on dit guerre d'Algérie, les gens ont des images. Et vous n'avez pas, chacun d'entre vous, exactement la même image. Mais avec le mot guerre arrivent des images, et notamment l'image de la mobilisation générale, et notamment l'image de la démobilisation. Or, la guerre d'Algérie, c'est pas tout ça, parce que ce n'est pas une guerre. Donc, il y a un petit effet pervers au fait qu'on l'appelle guerre, c'est que de fait, on va l'homogénéiser en termes de représentation. Alors que précisément, comme c'était pas une guerre, il n'y a pas de censure. Comme c'était pas une guerre, il n'y a pas de croix de guerre. Comme c'était pas une guerre, c'est compliqué d'être mort pour la France. Comme c'était pas une guerre, etc., etc. Donc il y a beaucoup de choses. Et comme c'était pas une guerre, il n'y a pas de mobilisation générale. Et comme c'était pas une guerre, il n'y a pas de démobilisation générale. Donc il y a une invisibilité des départs et une invisibilité des retours. Et ça, c'est fondamental aussi pour comprendre pourquoi il n'y a pas eu nécessité, du point de vue de l'État, d'avoir un discours global d'accompagnement ou de retrait. Il y a eu une nécessité d'accompagnement politique, de l'engagement dans la guerre, bien sûr, et de l'indépendance et de la négociation de la fin de l'indépendance, évidemment. Mais du point de vue militaire, il n'y a pas de discours. Enfin, il y a des discours ponctuellement, notamment quand on rallonge le temps sous les drapeaux. Il faut bien justifier un tout petit peu, mais globalement, pas tant que ça. Et ça, c'est une grande différence. Et je me suis rendu compte qu'effectivement, moi, ça, je le savais, mais même mes collègues historiens ne savaient pas. Que, ben non, c'est une guerre, donc ils pensent guerre. Ben non. Donc oui, c'est un élément important. Alors l'exotisme, oui, vraiment. Les Français de l'époque ne voyagent pas. Les Français, un jeune homme de 20 ans, déjà s'il est sorti de son canton, c'est bien, ou de son département, s'il a pris le train, voilà, mais le bateau, jamais. Enfin, sauf exception, le bateau et l'avion, mais sauf exception. Donc la majorité des hommes qui partent en Algérie, c'est pas moi qui le dis, ça a annoncé depuis longtemps, mais prennent le bateau pour la première fois. Donc, premier exotisme, le bateau. La mer, vous imaginez ici, la mer, la Méditerranée, enfin voilà. Donc c'est fantastique, enfin, en termes d'émotion, c'est énorme. Donc c'est pas que la guerre, c'est des choses qui sont très puissantes, c'est des odeurs, c'est des couleurs, c'est de l'expérience dans son corps, de la température par exemple, mais aussi je sais pas, des aliments épicés, enfin voilà. Donc il y a énormément de choses qui vont percuter ces jeunes gens. Et donc, aussi les paysages et les gens. Et donc oui, il y a une forme d'exotisme, parce que exotique c'est quoi? C'est-à-dire que c'est vraiment l'autre. C'est l'autre. Un autre qu'on leur a vaguement décrit à l'école, dans les manuels scolaires autour de l'Empire. Il y a des représentations qui existent, des populations de l'Empire. Donc on voit les Noirs, les Anamites, en fonction des couleurs de peau, etc. Donc, il y a des classements, il y a des phénotypes. Donc, il y a une forme glamouresque, il y a des formes de représentation, des stéréotypes qui existent, mais c'est très peu, finalement c'est très peu, puis c'est surtout très éloigné de la réalité. Donc quand ils arrivent en Algérie, ce qui est vraiment récurrent de tous les témoignages, et je pense que vous pouvez demander à vos proches, pour ceux qui connaissent des anciens qui ont été en Algérie, c'est un choc émotionnel, c'est un choc d'essence, et c'est un choc aussi social, parce qu'en fait l'Algérie c'est la France. Ça aussi, ça crée de l'imaginaire. Ah ben donc c'est la France. Donc c'est un peu comme la Provence, c'est la France, la Bretagne, c'est la France. Donc c'est différent, mais on est quand même chez nous. Sauf qu'en Algérie, une fois qu'on a quitté le port d'Alger, ou le port de Beaune, ou le port d'Oran, c'est quand même de moins en moins comme chez nous, quoi. Donc très vite, il y a des chocs. Par exemple, les enfants mendiants.
des enfants qui veulent nettoyer les chaussures des soldats quand ils arrivent. Ça, c'est un choc, parce que les enfants, ça va à l'école en France. Enfin, en métropole, ça va à l'école. En Algérie, manifestement, il y en a beaucoup qui n'y vont pas. Ça, c'est la première chose qui peut les choquer. La misère parce que les enfants sont pieds nus, ou parce que les gens sont en haillons, ou parce qu'il y a des bidonvilles. Toutes les grandes villes d'Algérie sont ceinturées de bidonvilles. Il y a une croissance démographique énorme en Algérie dans l'entre-deux-guerres et un exode rural très fort qui fait que toutes les villes sont ceinturées de bidonvilles. Mais quand je dis ceinturées, à Alger, c'est 125 bidonvilles. Beaucoup. Donc il y a une misère qui prend. Et alors il y a aussi des taudis en France, hein, autour de Lyon, autour de Paris, autour de Nice, autour de Marseille. Mais là, ça prend une proportion qui est très choquante, enfin qui choque beaucoup les appelés, qui l'écrivent à leur famille, ça pour le coup. Et puis il y a l'exotisme dans un sens plus positif, donc c'est les femmes voilées, des récits autour de l'artisanat, et puis la beauté des paysages, qui subjugue absolument. Alger la Blanche, alors, il y a Alger, dont on peut arriver malade après une nuit de bateau agitée, mais voilà, même si les routes font peur, parce qu'on a compris qu'on était en guerre et qu'on n'est pas très rassuré, c'est très beau. Enfin, il y a quelque chose de l'ordre du très beau. Il peut y avoir du dégoût, il peut y avoir du mépris, il peut y avoir plein de choses hein, dans l'exotisme. C'est pas que d'admiration, hein, du tout. L'admiration n'est pas du tout le bon terme. Il peut y avoir une fascination, il peut y avoir en tout cas des sentiments très mêlés et souvent forts à l'arrivée, le premier choc. Puis après, il y a des formes d'habitude, évidemment, qui se mettent en place. Donc, c'est ça qu'on va raconter aux proches, comme un voyage. Parce qu'en fait, c'est un peu le premier voyage. Donc ici, ils ne parlent pas comme nous, où quand ils s'adressent à leurs petits frères, à leurs petites sœurs, on essaie de raconter ce que font les enfants pour intéresser le petit frère ou la petite sœur dans la lettre. Donc imagine, le petit, tatata, donc on raconte des histoires, comment ils sont habillés, ce qu'ils font, les petites filles qui portent des petits enfants sur leur dos, enfin, des trucs un peu rigolos, les fennecs, enfin voilà, des choses qui sont un peu, voilà, qui vont pouvoir parler, qui vont pouvoir raconter. Puis moi, ce qui m'a beaucoup amusé, c'est que comme ils essayent de raconter à leurs proches, donc ils cherchent des comparaisons. Donc, notamment, il y a un Vendéen qui essaie de comparer avec la Vendée. Alors, ça ressemble un peu à la Vendée en avril. Après, très vite, non, ça il cherche une solution. Forcément, ça ressemble. On essaie de. La Kabylie qui est de la Haute-Savoie, par contre, ça se défend plus. Donc, ça dépend. Donc, il y a des tentatives comme ça, d'exotisme qui est accompagné souvent d'envoi de cartes postales, ou quand ils vont revenir en permission, ou à la fin, d'objets qu'on va rapporter, de cuir travaillé, de poterie, qui vont donner un peu qui vont incarner un peu cet exotisme. Ce qui fait que dans les familles, après la guerre, après le retour, ces objets, et j'ai essayé de travailler sur eux, ces objets, parfois ils sont dans les familles et ils disent l'Algérie. Donc, papa a fait l'Algérie, mon frère a fait l'Algérie, c'est souvent cette expression qu'on dit d'ailleurs, on ne dit pas la guerre d'Algérie, on dit faire l'Algérie. Et de fait, ça s'incarnait dans un pouf, un petit sac en cuir, qu'est-ce qu'il y a d'autre, des petites poupées kabyles, voilà, des petits objets comme ça qui décorent la maison, des tapis, et qui ont décoré la maison parfois pendant des décennies, et qui ont pu, pour les enfants, signifier l'Algérie de papa, sans du tout faire le lien avec la guerre. Et donc voilà, donc j'essaie dans le livre aussi de raconter l'histoire de certains de ces objets, notamment pour certains, je peux identifier d'où ils viennent, c'est-à-dire que le livre il est basé sur une enquête par questionnaire avec des entretiens, et il y avait une question que je posais qui était est-ce que vous avez, comment je formulais ça, je ne sais plus, est-ce que vous avez rapporté des cadeaux à vos proches, quelque chose comme ça. Alors beaucoup m'ont dit, il y avait des questions naïves qui étaient faites exprès, je peux le dire, pour provoquer, et donc les gens répondent des cadeaux, point d'exclamation, mais bien sûr que non, c'était pas un séjour de vacances. Très énervé par cette question. Et puis d'autres répondent des cadeaux, bah non, il n'y avait pas de magasin là où j'étais. Et puis, bien sûr que oui, il y en a plein qui rapportent des cadeaux. Alors, des cadeaux parce qu'on peut acheter dans les magasins dans les villes avant de partir, parce que parfois on est aussi basé en ville, ou pas loin d'une ville, et puis des cadeaux parce que parfois on se sert, en fait. On se sert dans les villages où on agit en opération, où les gens ont été regroupés, donc les villages sont désertés, où on se sert parce que on chaparde, on vole à l'occasion d'une opération, etc. Donc, j'ai pu comme ça retracer quelques objets dont on m'avait raconté l'origine, qui n'était pas un achat dans un magasin, mais l'origine a été perdue. Par exemple, je passe à une couverture dans une famille, pour le garçon de la famille, donc l'enfant, il m'a dit c'est la couverture arabe de papa, c'est la couverture de pique-nique. Donc
Donc c'était leur couverture pour faire les pique-niques. Mais cette couverture, en fait, elle a été récupérée dans une mechta, dans un village, pleine de sang, à l'occasion d'une opération. Donc il y a une personne, elle a été volée, elle n'a pas été prise à quelqu'un, mais elle était là, le monsieur il s'est servi, il a pris la couverture, elle était très sale, donc il se souvient d'avoir beaucoup nettoyé, pour la rendre plus propre, enlever le sang, etc. Et puis il l'a rapportée chez elle parce qu'elle était jolie. Et à sa femme, il a raconté. Donc c'est la couverture, elle me dit dans le questionnaire, c'est la couverture, comment elle dit ça, je crois qu'elle dit chapardé, enfin qu'il appelait chapardé. Mais au fils, le garçon, il ne sait pas. Donc c'est la couverture arabe de Paris. Voilà. Et puis c'est la couverture de pique-nique. Donc c'est le même objet, mais le récit accroché dessus n'est pas le même, et le souvenir est évidemment pas le même. Mais néanmoins, cet objet, il est là. Et il dit une forme de présence de l'expérience algérienne du père. Donc c'est ça que j'essaie de montrer, c'est que même les pères qui parlent peu, ou même dont on dit, on n'a pas parlé, quand vous posez des questions, en fait, vous vous rendez compte que si la guerre n'est pas présente, l'Algérie parfois est présente. Voilà. Et à partir de l'Algérie, on peut retravailler la guerre et faire ses allers. Et donc, le point de vue sur les pieds noirs, j'ai pas répondu. Ah oui. Et voilà. Oui, bah, écoutez, c'est simplement, c'est un livre tellement énorme, et tellement intéressant et tellement passionnant, comme vous le lirez, c'est vraiment quelque chose de grandiose. Il y a un chapitre sur par exemple, sur la psychiatrie. Mais on ne peut pas en parler parce que je voudrais quand même donner la parole à la salle pour que vous puissiez aussi poser des questions à Madame Raphaël Branche. Voilà. Non, pas du tout, c'est simplement qu'on ne veut pas frustrer les personnes de quelques questions à poser parce que c'est vraiment intéressant. Je sais qu'il y a encore des questions aussi. Mais oui, mais on pourrait parler durant toute la nuit. Il faut la laisser parler. Oui. Monsieur. Bonjour et merci pour votre intervention. J'ai quelques précisions à apporter en fonction de ce que vous avez dit. Bon, la première, c'est que l'Algérie, c'est un très beau pays. Et ça, il faut toujours le garder en mémoire. La seconde, vous n'avez pas parlé de l'incidence de la guerre d'Indochine qui a eu sur la formation des appelés, enfin, des forces françaises qui ont été en Algérie. Et ensuite, ce n'était pas la guerre, on partait uniquement pour du maintien de l'ordre. Et après, il faudra certainement parler quelles étaient les différentes forces en présence. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Bonjour, en fait, j'avais une question concernant ce que vous disiez, c'est les silences en fait, qu'on ne raconte pas trop. En fait, j'ai l'impression que ça reste quand même une constante pour toutes les guerres. Par exemple, moi qui est kabyle, mes grands-parents n'en parlent jamais, même quand vous posez des questions dans la famille, ils ne disent pas trop les choses. C'est-à-dire qu'en fait, j'ai l'impression que ça reste souvent un halo ou un brouhaha que toute personne qui a vécu d'une certaine manière une guerre ou un conflit le garde forcément pour lui, j'ai l'impression. Est-ce que c'est par rapport à la honte ou par rapport à la préservation d'une certaine image de paix ou une certaine image, mais je ne sais pas ce que vous qui avez interrogé beaucoup de gens, est-ce que vous pouvez m'orienter pour savoir qu'est-ce qui explique un silence aussi constant dans tous les conflits à travers le monde? Donc, désolée, moi je n'ai pas assisté au début. J'ai pris le train en marche, mais j'ai deux petites informations, éclaircissements, je ne sais pas comment je vais appeler ça. En parlant de Toti ou de bidonville, à Alger, la plupart, ils ont fui leurs villages qui ont été rasés ou bombardés. Et ils se sont retrouvés du jour au lendemain en leur donnant 1 heure pour quitter le village. Et il y avait des camps de concentration. C'est ce qu'on appelle en algérien l'assas. Voilà. Donc, et puis, ils se sont regroupés à 50 personnes dans une famille. Et puis, ils ont été un peu partout dans l'Algérois. Par exemple, moi, le village de ma mère,
Il a été bombardé en 1956 parce que il y avait des moudjahidines, ils ont fait un guet-apens, etc. Je ne vais pas rentrer dans les détails. Et tout le village est harmonisé à Fort National. Donc il a explosé, ils se sont retrouvés dans l'Algérois, dans la classe d'Idéa, etc. Et contrairement à la dame qui vient de dire, moi dans ma famille on parle de guerre et on parle de ce qui s'est passé, de la famille, de la résistance, de l'amour de la patrie. Et il n'y a pas de honte à parler de ça. Et je trouve que c'est une excellente chose, justement, de parler de tout ça et même de ce qui s'est passé, parce que même entre c'est pour expliquer un peu les relations algéro-françaises. Donc, de nos jours, parce qu'on pourra construire un jour meilleur ou des jours meilleurs parce qu'on a une histoire commune. Voilà, alors merci à vous. Juste une petite réponse, on fera une projection de film, c'était prévu mais le Covid l'a pas permis, une projection de film sur les camps de regroupement en Algérie par une jeune cinéaste qui est Lorraine et son père viendra témoigner parce que et le film s'appelle Ah Mansoura, tu nous as séparés. Donc ça sera au mois de septembre. Trois questions et après je passe là. Les réponses et après je reprends le faire par question. Merci à tous et toutes pour vos questions. Mais qui ne sont pas des questions, qui sont des thèses à chaque fois. Alors, monsieur, peut-être, oui, l'Indochine, on pourrait en parler longuement. Il faut juste rappeler que l'Indochine est une guerre d'armée de métier. Donc elle a beaucoup marqué l'encadrement, et elle a marqué la doctrine militaire, évidemment. Elle a marqué aussi politiquement. Mais elle a beaucoup moins marqué les appelés. Sauf exception, sauf famille particulière, amis de militaires, etc. Et puis au fur et à mesure de la guerre, l'influence de l'Indochine décroît. Mais là, vous avez raison, et c'est quelque chose que j'ai complètement oublié de dire, c'est que la guerre d'Algérie dure 8 ans. On envoie des appels dès 54, contrairement à ce qu'on dit parfois. Essentiellement en 56, mais ça commence déjà dès 54. Il y a des hommes qui partent tout de suite. Donc ça dure 8 ans, donc c'est très très long. 7 ans et demi de guerre, c'est très très long. Et comme on l'a dit, il y a une rotation des effectifs. Donc c'est pas du tout la même chose de partir en 55, de rentrer en 57. En 57, on pense que la guerre va être gagnée par la France, ou en tout cas, il n'est pas du tout envisageable que l'Algérie sera indépendante. Enfin, certains le pensent bien sûr. En revanche, quand on part en 60, on part après le discours de Gaulle sur l'autodétermination, on sait que l'Algérie sera indépendante, c'est qu'une question de temps. C'est pas du tout pareil. Quand on rentre en 57, on rentre, la guerre est en cours. Quand on rentre en 62, la guerre est finie, ou presque. Donc là aussi, ça explique que dans les associations d'anciens combattants, dans la mémoire des anciens combattants, les expériences en réalité individuelles sont extrêmement différentes, extrêmement hétérogènes, vraiment très très hétérogènes, et que ça aussi, cette différence, il faut la mesurer. C'est-à-dire qu'il a été... voilà, ça dépend des associations, ça dépend des endroits aussi, ça dépend de plein de choses, bien sûr, je ne vais pas faire de généralité. Mais voilà, il faut souvent se rappeler qu'à la différence de la Grande Guerre, où en gros, une fois que vous partiez, vous restiez jusqu'au bout, sauf maladie, mort, etc. 40, ça s'est passé assez vite, globalement. Il n'y a pas eu la même expérience pour les anciens Algériens. Et encore une fois, quand on est rentré en 57, on ne rentre pas d'une défaite. 62, on rentre d'une défaite. C'est vraiment pas pareil. Sur la question sur les silences dans toutes les guerres, moi je suis historienne. Donc le dans toutes les guerres, ça me gêne toujours un petit peu, parce que c'est de l'ordre de la constante universelle. Alors oui, bien sûr, il y a des choses dans toutes les guerres. On tue dans toutes les guerres. Ouais. Il y a des ennemis dans toutes les guerres. Il est difficile de parler des choses douloureuses dans tous les contextes sans doute. Mais en fait, quand on fait de l'histoire, on aime aller un tout petit peu plus loin que ça. C'est-à-dire que oui, il y a des formes de lois sociales. C'est les politistes, ceux qui font de la science politique, ils aiment beaucoup traduire la réalité en loi. Donc je mets un peu de ci, je mets un peu de ça, ça me donne ça. Alors, vous entendez bien la manière de présenter les choses, que je préfère l'histoire. Mais donc par exemple, une des lois qu'il y a en termes de transmission, c'est que, en termes de transmission d'événements traumatiques, on pourra revenir sur ce que c'est que traumatique, et les transmissions de guerre ne sont pas du tout toutes des événements traumatiques, et la guerre n'est pas qu'une expérience traumatique. Mais en termes d'expérience traumatique, la transmission classiquement, c'est la première génération vit quelque chose et elle transmet à la troisième. Et il y a un trou de transmission pour la deuxième. Donc
gros, les grands-parents aux petits-enfants, c'est plus facile que les grands-parents aux enfants. Voilà, ça fait partie des classiques que la psychologie sociale a mis à jour. Donc, on une forme de loi. Pour ce qui est du traumatisme, une fois, l'expérience de la guerre, c'est pas forcément un traumatisme. Ça peut être des expériences positives, ça peut être des anecdotes, ça peut être des bons souvenirs, ça peut être des bons copains, ça peut être plein de choses. Donc, il y a des formes de loi. Donc, je pourrais vous donner des pistes, mais moi, ce qui m'intéresse, c'est de comprendre les spécificités, les singularités. J'ai été à l'origine avec un collègue d'un des premiers colloques en France sur le viol. Le viol en temps de guerre. Notre projet, c'était de dire que, d'accord, il y a des viols dans toutes les guerres. Mais quand même, ça vaut le coup de comprendre pourquoi il y en a plus à certains endroits, pourquoi il n'y en a pas à d'autres, pourquoi il y en a plus au début de la guerre, pourquoi il y en a moins à la fin, etc. Et on va regarder dans le détail, on va essayer de comprendre, parce que sinon on dit, c'est dans toutes les guerres, en gros, c'est les humains quand ils sont entre eux, et donc il n'y a pas grand-chose à faire. Il n'y a pas grand-chose à comprendre, surtout. Donc l'hypothèse, c'est qu'il y a quelque chose à comprendre. Il y a quelque chose à comprendre qui ne relève pas de la psychologie, qui ne relève pas de la loi de l'espèce humaine, mais qui relève des contextes. Il y a des spécificités. Ces silences, ce ne sont pas les mêmes. Le silence d'un ancien nazi n'est pas le silence, je sais pas, d'un ancien déporté. Ils sont même silencieux tous les deux, mais c'est certainement pas habité par la même chose et motivé pour les mêmes raisons. Donc, d'une certaine manière, on s'arrête un peu à la surface si on dit de tout temps les guerres. Donc, le silence d'une famille kabyle face à certaines expériences n'est pas de même nature que le silence d'une famille sarwé. Donc, moi, j'essaie toujours, c'est pour ça que les journalistes détestent discuter avec les historiens, c'est toujours plus compliqué. Toujours plus compliqué. Alors, ça n'empêche pas d'essayer de tirer des propos un peu généraux. Et dans le livre, j'essaie quand même de dire des choses qui valent pour le collectif, parce que sinon, on ne fait plus d'histoire pour le coup, on fait une addition de cas individuels, et ce n'est pas d'histoire non plus. Donc c'est une singularité historique. La singularité qui m'intéresse, c'est celle d'un contexte. Donc c'est la France de ces années-là qui a cette configuration particulière. Et dans le livre, j'essaye notamment de faire l'histoire des familles. C'est quoi une famille française des années 30 à nos jours? C'est quoi être un homme en France? C'est quoi être un père en France? Voilà, c'est cette histoire-là que j'essaie aussi d'écrire pour comprendre. Donc, dépasser la généralité du tout temps les guerres. Ça ne veut pas dire que c'est pas vrai de tout temps les guerres. Mais à mon avis, c'est pas suffisant pour comprendre et donc pour avoir voilà, quelque chose un peu plus intime. Enfin, les SAS et les bidonvilles, alors, on ne va pas rentrer dans le détail de l'histoire de tout ça, il y a plein de contextes différents. Les bidonvilles ont deux origines, comme je l'ai dit. Les bidonvilles s'expliquent d'abord par la croissance démographique de la population indigène algérienne dans l'entre-deux-guerres, qui développe un exode rural massif vers les petits bourgs puis les grandes villes, ce qui fait qu'on a des bidonvilles autour de toutes les villes d'Algérie. Dans un premier temps, donc ça c'est déjà les années 30, et c'est un énorme souci à Alger, par exemple, dès les années 40, la municipalité d'Alger, 47-48, elle fait des plans de résorption des bidonvilles déjà, et la guerre en rajoute une couche. La guerre va provoquer l'afflux massif de population chassée de la campagne, pour ce qui est des indigènes algériens, je les appelle comme ça, pour bien les distinguer des Français d'Algérie du bled, qui eux aussi vont fuir la campagne. Parce que à Tizi Rénif, il ne reste plus grand monde comme Français à la fin de la guerre, parce que tous les Français dans la ruralité algérienne, ils ont peur. Et donc ils vont se rapatrier vers les bourgs, ils vont migrer eux aussi vers les bourgs, alors c'est pas dans des bidonvilles, mais il y a le même mouvement de concentration urbaine lié à la guerre, parce qu'à la ville, on pense qu'on sera plus protégé entre Français, d'un côté, ils n'ont pas tort, bien sûr, c'est plus facile d'être dans un quartier français plutôt que de leur fortifier sa ferme, et pour les Algériens, parce que tout simplement, ils fuient les conditions de la guerre, qui se caractérisent notamment, comme vous l'avez dit, madame, par le regroupement des populations, et je l'ai dit au début de la conférence, effectivement, 2 millions d'Algériens qui sont regroupés, plus tous ceux qui fuient pour échapper justement au camp de regroupement, et qui partent en ville, pour ne pas être un camp de regroupement. C'est quoi? Alors les Algériens parlent de camp de concentration, évidemment c'est un terme que moi je ne reprends pas, mais parce qu'il a une connotation qu'il associe à d'autres choses. Donc, un camp de regroupement, mais il s'agit de ça, il s'agit de concentrer la population, de mettre des barbelés autour et de la surveiller pour surveiller ses entrées et ses sorties, de manière à ce qu'elle n'ait plus de contact avec les maquisards de l'armée de libération nationale algérienne. Très efficace, hein, ça s'appelle, ça a été traduit par l'expression si vous voulez tuer le poisson, il faut vider l'eau de l'aquarium. Donc le poisson étant les maquisards et l'eau de l'aquarium la population. Donc cette doctrine-là fait que la population devient cible d'une action militaire particulière qui consiste à lui faire quitter ses villages et la regrouper, alors de manière très violente comme vous l'avez décrit tout à l'heure, vous allez bien repartir, de manière plus accompagnée dans d'autres contextes, mais globalement, effectivement, il y
Il y a un bouleversement majeur de la société algérienne pendant ces années de guerre dont elle ne s'est jamais remise. C'est un mouvement massif de population. Les gens ne sont pas rentrés habiter dans leur maison ensuite. Hein. Ces camps de regroupement, ils sont souvent devenus des villes. Voilà. Il y avait une question, et je vais rattraper mon erreur du début. J'ai oublié de présenter quelqu'un qui est venu de loin. Oui, attendez, il y a une question encore, madame, et après je viens vers vous. Juste, je vais présenter la personne qui va parler. C'est Majid, et il est responsable des clubs de Chibali dans le 17e arrondissement à Paris. Donc il travaille aussi sur la mémoire des Chibali depuis très longtemps. Et merci pour le voyage. Donc, merci beaucoup. Je voulais juste rebondir, puisqu'on essaie de singulariser, bien de spécifier que la douleur d'une famille kabyle est différente de celle des autres. Moi, étant de la région, je suis d'origine de Bougie. Je ne vois aucune. Toutes les douleurs sont singulières, déjà, c'est-à-dire même à l'intérieur du même village, de la même famille, la douleur elle est perçue différemment. Donc je ne vois pas pourquoi dans le discours on essaie de spécifier que la douleur kabyle n'est pas comme celle des autres. Moi qui ai fait l'université en Algérie, donc je n'ai pas trouvé cette différence de perception justement sur l'histoire. Donc c'est juste pour apporter, parler de ce point. Autre chose, je voulais juste vous poser une question sur cette différence de perception de la guerre. Pourquoi les Algériens pensaient que c'était une guerre et l'armée coloniale à l'époque essayait de faire croire que ce n'était pas une guerre. Mais au sein de la population française, moi je pense qu'à partir du moment, à l'époque, tout le monde, quasiment les gens qui ont un certain âge, ils ont participé d'une façon ou d'une autre dans d'autres guerres, entre autres la Deuxième Guerre mondiale. Quand on fait appel aux appelés, ça veut dire que le métier réussit. Parce que si c'était vraiment une opération de maintien d'ordre, on envoie des professionnels du maintien de l'ordre. À partir du moment où on fait appel aux appelés, ça veut dire que c'est vraiment une guerre. Parce que les professionnels ne suffisent pas. Voilà. Merci. Donc, on inscrit, j'ai 1, 2, 3. Et 4, je viens vers vous, je vous oublie pas, c'est ça. Oui, sur la singularité des mémoires, moi je suis mosellane, de souche très ancienne, et en fait, dans la guerre d'Algérie, dans la mémoire qu'il y a dans ma famille, c'est de nouveau une guerre qui est vécue difficilement parce que les Mosellans et les Alsaciens ont vécu quand même les deux guerres mondiales en étant sous l'uniforme allemand et en subissant l'uniforme allemand. Et les jeunes qui partent en 1954, ils ont connu leurs aînés enrôlés de force sous l'uniforme allemand et envoyés en Russie, et puis ensuite prisonniers. Et du coup, quand ils partent en 1954, ils restent longtemps. Hein. Il y en a qui sont restés 36 mois dans ma famille. Ils reviennent d'Algérie et ils ont de nouveau j'en ai parlé récemment avec quelqu'un, cette sorte de culpabilité qui est particulière, je pense, dans notre région, d'avoir été combattre et d'avoir combattu de nouveau de façon pas du bon côté. Et en ayant d'ailleurs, dans certaines familles, c'était très violent, puisque dans certaines familles, il y a une personne que j'ai en tête, ses oncles étaient à Dachau, ils sont morts à Dachau, et ils se retrouvent dans le régiment de Bijard, et il s'en est jamais remis. Donc, ça a été... je pense chez les soldats d'Alsace et de Moselle, il y a un retournement qui est particulièrement douloureux, en particulier pour ceux
qui avaient des souvenirs vivaces de la Seconde Guerre mondiale. Les premiers qui sont partis, les derniers qui sont partis, ils étaient petits. Ils n'avaient pas ces souvenirs dans leur chair. Mais ceux qui sont partis en 1954, ils avaient des souvenirs très, très prégnants de la Seconde Guerre. Je vais faire très court, Salima. Vous parliez tout à l'heure des manuels scolaires et puis de l'arrivée finalement de la guerre d'Algérie de manière importante dans les années 90. Moi, j'aurais bien aimé avoir votre sentiment, au fond, sur la façon dont aujourd'hui la guerre d'Algérie est traitée, notamment au lycée, avec cette approche quasi exclusive par le mémoire, en fait. Comment expliquer ça, et puis aussi, quelle finalité, finalement, au fait d'aborder l'histoire entièrement par les mémoires. Oui, pour revenir sur le silence, finalement, ou les silences, vous avez parlé de l'importance de l'état de la société, hein, du contexte social dans lequel ça s'inscrit. Et pour moi, il me semble qu'il y a un aspect qui est que la France de ces années-là, ces années 50 puis 60, c'est la France des 30 glorieuses. Et j'ai lu un livre à ce sujet qui s'appelle « Rouler plus vite, laver plus blanc ». Et c'est marrant parce que vous avez parlé d'ailleurs des décès liés aux accidents de la route. C'est-à-dire que c'est une époque où tout va plus vite, une époque de progrès technique, de modernisation vraiment très rapide. Et donc j'imagine que quelque part, au retour des appelés, ils sont pris dans la tourmente aussi de cette époque. Hein. Un jeune agriculteur, j'imagine, qui revient dans son exploitation, c'est une époque où il y a des bouleversements énormes. Donc finalement, pour parler, il faut peut-être du temps aussi, qu'il n'y avait pas dans cette période-là. Et la deuxième partie du titre de ce livre, je trouve, est aussi intéressante, s'appelle « Laver plus blanc », et rejoint un petit peu ce que disait Madame juste avant. Est-ce qu'il n'y a pas eu quand même très vite aussi la conscience d'avoir participé à une guerre qui était effectivement en décalage total avec la modernisation de la France de cette époque? Et voilà, d'ailleurs, dans ce livre, elle parle aussi de la torture, hein, et du fait qu'elle était pratiquée par l'électricité, et que c'était quelque part un peu plus propre que les méthodes précédentes. Donc il y a quelque chose de cet ordre là, que je trouve. Est-ce qu'il n'y a pas eu cette conscience voilà, d'avoir participé à une guerre qui était très vite du passé, quoi. Je vais passer la parole derrière. Raphaël Branche va répondre. Ceux qui ont des questions pour le dernier tour, très courtes, et sinon il y aura dédicaces, parce que notre librairie partenaire autour du monde, dédicaces et vente de livres. Voilà. Oui, bonjour, mesdames, messieurs. Déjà, j'ai une question à poser. Pourquoi traiter les Algériens d'indigènes? Je ne sais pas, les indigènes, ça vient de l'Amazonie, les Algériens, ils étaient pas en string. Excusez-moi, hein. Excusez-moi, s'il vous plaît. Et puis, on peut parler de littérature, de philosophie. Il y avait Albert Camus, il y avait des tas de gens, il y avait Yves Saint-Laurent, il y avait, comment dirais-je, la cathédrale, non, pas la cathédrale, pardon, excusez-moi, l'église Saint-Augustin, la basilique, pardon, Saint-Augustin, où naquit à la bonne icône, à l'est d'Algérie, voilà, Galma Bouchegou, voilà, tout simplement. Et je pense que quelque part, je me dis, c'est une guerre qui a fait énormément de mal, d'un côté de l'autre. Il n'y a pas de choses à gagner, parce que la haine, elle n'est pas louable, tout simplement, parce que dans ma famille, ça fait énormément de dégâts, déjà d'une, et de deux, je parle en temps à la mémoire de ma mère, paix à son âme, que j'ai perdue très jeune, qui est morte à cause de ces événements. Je dirais que quelque part, ils sont venus squatter son gène. Et puis, on a été corrects
On était toujours polis, on a eu une excellente éducation, j'étais chez les sœurs. Et on a subi le racisme et la haine. Et à un moment donné, il faut dire stop, ça suffit maintenant. Laissez-nous vivre en paix. Parce que quelque part, s'il vous plaît, quelque part, on a fait ceci aux nazis, et après cela se reproduit encore de génération en génération. Il faut arrêter, il faut faire des échanges, tout simplement, c'est pas compliqué. Voilà, c'est ce qu'on essaye, parce que moi je viens ici, et je peux vous dire une chose, j'en ai gros la patate. Et j'ai une immense pensée à ma maman, qui est décédée de chagrin. Ça a été la valise et le cercueil. Que sa dame repose en paix, sa demeure éternelle. Et à mon papa aussi, qui est décédé il y a 2 ans. Mais je n'ai pas de haine vis-à-vis, parce que j'essaie toujours d'être sociale, de parler avec les gens, d'être humaine. Et puis, des fois, il y a des gens, ça te plaît ou ça les plaît. Si tu fais des études, ça alors. Ah ben oui, c'est les allocations familiales. Après, si vous êtes bien habillé, non, je dis les choses. Si vous êtes bien habillé, ah, vous avez volé. Alors, s'il y a un vélo qui est volé, ben, c'est vous. Alors, si vous habitez dans une résidence, ça les plaît. Mais, excusez-moi, il y a la philosophie des pauvres et il y a la pauvre philosophie. Voilà, je vous salue. Merci. On était il y a 5 ans, au premier hommage que nous avions rendu pour les parents. Moi, simplement, il était question d'un chapitre sur la psychiatrie, donc si vous pouviez en dire quelques mots, ça serait tout à fait... Ça m'intéresserait. Monsieur. Bon, bah, on fait le dernier tour, là. Oui, on va l'appeler jeune homme. Voilà. Je suis, disons, un vétéran de la guerre d'Algérie, mais on ne m'a jamais envoyé vers la guerre, on m'a envoyé faire du maintien de l'ordre. Nos dirigeants de l'époque nous ont... Moi, je suis parti le 3 janvier 1957. Nos dirigeants nous ont dit on vous envoie faire du maintien de l'ordre. Ils nous ont pris, nous, les jeunes appelés, pour des CRS. Et après, on s'étonne que ça a dégénéré à la longue. Les parachutistes qui étaient là le jour-là, ils revenaient d'Algérie, on les a mis là-bas dans la caserne à Longeville, au bout du pont du Sauvage, et ils se sont débrouillés. Je travaillais derrière la caserne dans une petite entreprise. Les pauvres jeunes, ils étaient paumés toute la journée là-dedans. Qu'est-ce que vous voulez qu'ils pensent? Il faut remettre ça dans le contexte. Pourquoi on les a laissés sortir avec des armes dans la caserne? Qui est responsable de ça? Monsieur le curé ou le mec? Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Merci. Mais Didier, bien entendu. Moi, je vais poser une dernière question. Ah oui, le jeune homme. Je suis désolé, ma question sera très brève et un peu historique. Je vais rebondir un peu sur la question par rapport au programme de lycée. Vous pensez ce que vous en pensez actuellement, peut-être de la mémoire d'Algérie, notamment il n'y a pas très longtemps le travail de M. Stora, et aussi depuis quelques semaines le travail sur les archives et peut-être la fermeture de certaines archives sur la guerre d'Algérie. Je veux savoir si vous pensez que les paroles qui peut-être étaient en train de se libérer, si elles étaient en train de se refermer justement. Voilà. Je laisse répondre, et j'ai une dernière question. La fois, ce sera la dernière, il va clôturer. Mais je vous laisse répondre. Tu veux prendre la dernière question, comme ça on répondra, ça sera la fin, là, parce qu'on est obligé quand même de tenir dans le temps, de façon à laisser Raphaël Branche répondre, c'est un petit peu, avec toutes ces questions qu'il y a. Alors je voudrais juste plutôt vous demander en tant qu'historienne des conseils sur les démarches scientifiques à mener, si d'autres personnes veulent accompagner ce travail de mémoire. Les archives, elles ont été commencé à être communiquées à partir de 92. Par contre, il y a toujours une grande partie qui s'appelle les archives top secrètes. Ça aussi, c'est un silence et on ne sait pas comment aujourd'hui enlever ce verrou-là. Après, vous avez pris une piste
et malgré le gros travail que vous avez fait sur votre enquête, de décider de ne pas parler aussi de ce que vous avez parlé d'expérience, mais plus d'avoir du silence par rapport à la situation et du contexte socio-économique en France. Je comprends bien, parce que c'est parler d'expérience, entre parenthèses, on ne va pas dire que des crimes et des exactions qui ont été commises par certaines personnes, peut-être qu'à l'époque ils n'en avaient pas conscience au moment des faits. Alors que pour les Algériens et d'autres gouvernements mondiaux, elle a duré plus que 8 ans. Elle a duré plus que 132 ans. Et puis, je vous remercie encore pour le travail que vous avez effectué et j'espère un jour y participer avec. Alors moi, Raphaël, c'est exact, je vais continuer dans ce que vient de dire monsieur. Évidemment, on ne peut pas parler de tout ça sans parler de colonialisme. Il y a une anecdote qui est donnée, les appelés, quand ils étaient en Algérie, quand on leur disait le colon c'était leur colonel. Ce n'était pas le colonialisme. Hein. Donc, cette notion de colonialisme, elle encadre tout, c'est-à-dire que c'est à l'intérieur de ce cadre-là qu'on réfléchit à la guerre d'Algérie. Le colonialisme, donc, je suis d'accord avec monsieur, ça commence pas, enfin, il y a la guerre d'Algérie, bien sûr, on a les appelés qui sont appelés dans la guerre d'Algérie, mais il y a une colonisation qui commence avec la conquête de l'Algérie. Et c'est vraiment important de comprendre ce cadre du colonialisme. Voilà. Bon, c'est un peu énorme. Oui, vous êtes d'accord. Je parlais des 8 ans pour les soldats appelés en Algérie, c'est tout. Oui, évidemment, je suis bien d'accord. Et d'ailleurs, ça fait partie des problèmes quand je dis les représentations de la guerre. Quand on dit la guerre sur le modèle de 14-18 et 39-45, on passe à côté de l'essentiel. Voilà, c'est une guerre coloniale, après 130 ans de colonisation, ça n'a rien à voir. J'en suis bien convaincue, vraiment. Alors sur indigène, je ne voulais certainement pas vous blesser. Je voulais juste préciser, parce que je m'adressais à Didier, que je parlais des Algériens autochtones et pas ceux qui n'avaient que 4 générations en Algérie. Et je reprenais, en note de bas de page, vous ne l'avez pas vu, c'est normal, Germaine Tillon qui dit « Je suis une indigène de Bretagne ». Voilà. C'est pas du tout l'indigène qui exotise, c'est l'indigène, celui qui est né sur place. C'est ça que je voulais dire, et je suis désolée si ça vous a heurté. Et nous, les pieds noirs, on était appelés les Européens. Alors par ailleurs, les pieds noirs à un moment se sont appelés eux-mêmes les Algériens. À la fin du 19e siècle, c'était eux les Algériens, les autres n'étant que les indigènes, justement. Bref, donc cette question de mots, elle est extrêmement sensible, croyez bien que je le sais, et que c'est très compliqué. Parce qu'évidemment, il ne faut pas heurter. Moi, par exemple, je refuse dans les expositions que je fais, ou là je fais un film, de parler d'Européens, parce que je me dis que les enfants de 15 ans qui vont regarder, ils vont se demander où sont les Suédois, quoi. Et donc ça ne va pas aller. Donc, et Européens, ça ne quand même à pas dire les Français. La question de la différence, elle est politique, elle est économique, sociale, et elle est politique, elle est de statut. Et donc les Européens n'avaient pas les mêmes droits que les Français. Un Allemand n'a pas les mêmes droits qu'un Espagnol, qu'un Français en Algérie. Donc, bref. Donc oui, bien sûr, le colonialisme, le fond sur lequel ça s'adosse, c'est la réalité sociale dont il est question, et l'enjeu de la guerre, il est là. L'enjeu de la guerre, c'est le maintien d'une présence coloniale ou l'indépendance d'un pays et d'une nation. Donc on est bien d'accord que ce n'est pas du tout la guerre de 14-18, de ce point de vue-là. Bon. Sur les spécificités locales, merci de tout ce que vous avez dit sur les spécificités alsaciennes et mosellanes, qui doivent être travaillées en tant que telles. Voilà, moi, la seule réponse, c'est le travail. Qui doivent être travaillées en tant que telles. On le sait un peu, et vous le savez sans doute, il y a des travaux sur la mémoire de 1870 dans la région et les résonances jusqu'à la guerre de 40, justement, sur cette problématique d'occupation, d'annexion, etc. C'est évident qu'il y a des choses très fortes localement. Moi, j'ai un tout petit peu travaillé sur les variations régionales dans le livre, sur le rapport à l'armée, sur le rapport au service national, enfin au service militaire à l'époque. Il y a des sondages de l'époque sur lesquels on peut travailler qui montrent, par exemple, les taux de refus ou d'hommes qui demandent des sursis. Et on voit très très bien que les régions les plus patriotes, je ne sais pas si c'est le bon mot, mais sont les régions de l'Est. Et c'est sans doute pas un hasard vu leur histoire et leurs liens, etc. Et les moins, si on peut dire, c'est les régions du Sud, genre Provence, Alpes-Côte d'Azur, etc. Donc voilà, grossièrement, mais il faudrait des études fines. Je n'en connais qu'une d'étude fine, c'est une étude qui a été faite sur les Vosges, donc c'est toute autre problématique, mais mémoire de la Deuxième Guerre mondiale très forte aussi, par une historienne qui s'appelle Claire Moscopo, son livre s'appelle La parole confisquée.
ça se présente comme un livre général sur les appelés en Algérie. En fait, c'est un livre sur les Vosges, au sens où elle a travaillé à partir d'une enquête orale dans les années 90 avec des appelés originaires des Vosges. Et une de ses hypothèses de travail, c'était de se dire, dans une région où l'occupation et la résistance a été particulièrement forte, est-ce que ça a donné un rapport à la situation, disons, d'occupation de l'armée française en Algérie particulière, et de sensibilité à la question de la résistance particulière. C'est un livre passionnant pour ça, parce que justement, même si l'éditeur a gommé la spécificité vosgienne sur le titre, en fait, c'est ancré dans cette réflexion-là. Mais par ailleurs, c'est une réflexion qui vaut pour l'ensemble de la France. C'est-à-dire que cette question de l'occupation, alors il y a des spécificités locales, elles sont importantes, mais l'occupation, ça concerne, à un moment ou à un autre, ça concerne tous les Français. Pas à la même date, pas avec la même intensité, et puis il y a de l'annexion pour certains territoires. Mais cette question de l'occupation, elle résonne très fort en Algérie. Parce que les troupes françaises se comportent, disent certains appelés, comme des troupes d'occupation. Et c'est pas un, c'est pas deux, c'est pas trois témoignages de l'époque. Je ne sais pas les choses reconstituées, ce que je vous disais dans les lettres, dans les journaux intimes. J'ai l'impression de me comporter comme un nazi. Ça me rappelle des choses désagréables. Tu vois ce que je veux dire, 3 petits points. Et les bruits de bottes, etc. Donc on sent bien que pour certains enfants qui ont connu l'occupation, c'est compliqué de se dire qu'ils sont effectivement plus du côté de l'armée d'occupation que de l'autre. Alors, il y a très très loin jusqu'à penser qu'il y a un point commun entre leur sensibilité et la résistance algérienne. C'est très très loin. Mais en revanche, un malaise d'être du côté d'une armée qui ressemble à une armée d'occupation, oui. Il y a plein d'autres choses que fait l'armée en Algérie, il ne faut pas l'oublier. Il y a plein d'autres manières de s'arranger avec cette réalité. Donc il y a des hommes qui n'ont pas cette vision-là et qui pensent, et qui disent explicitement, par exemple, qu'ils font l'école, qu'ils sont très heureux de le faire, qu'ils apportent, je sais pas quoi, des bienfaits en apprenant les gestes de puriculture de base. Enfin voilà. Donc l'armée française fait tellement de choses en Algérie, puisqu'en gros, elle fait tout ce que l'État n'a pas fait depuis 100 ans. Donc elle fait tout. Donc certains appelés peuvent avoir une vision très différente de celle que je vous décris là. Mais la récurrence de la problématique de l'occupation est vraiment frappante. Et l'autre récurrence dont je parle dans le livre à partir de leurs témoignages, de leurs lettres, c'est Oradour-sur-Glane. C'est la comparaison avec Oradour. C'est-à-dire que, pas tous, pas toujours, hein, mais quand on est confronté à des villages brûlés, ça ne veut pas dire avec 600 personnes brûlées dans le village, hein, mais avec un village brûlé, l'image qui surgit, c'est Oradour. Il faut comprendre pourquoi. Oradour, c'est l'unique cas en France. Il y en a des Oradour, il y en a des dizaines et des dizaines en Pologne, hein, par exemple. Mais un cas en France, c'est Oradour. Et en plus, Oradour, les soldats responsables d'Oradour, dont une partie d'ailleurs malgré nous, ont été jugés en 1953, juste avant la guerre d'Algérie. Et ça a été un énorme événement politique en France, hein, puisque en gros il y avait le Limousin contre l'Alsace. Ça a été d'ailleurs tellement compliqué qu'on a disjoint le cas des Allemands des Français, que finalement il y a eu une grâce, etc. Mais donc c'est très très proche. C'est pas simplement que ça s'est passé 10 ans avant. Le procès vient d'avoir lieu. Donc c'est présent dans toutes les têtes. Ça ne veut pas dire qu'il y a des oratours en Algérie, mais ça veut dire que la référence, elle est là. Elle est pas allée chercher très loin, elle est juste là. Et donc elle marque bien au-delà des gens qui viennent du Limousin, par exemple. Donc il y a des singularités régionales, il y a une problématique globale du poids de la Deuxième Guerre mondiale, je crois, oui, profondément, mais il faudrait travailler, ça serait bien qu'il y ait des élèves qui travaillent sur ça. Ou d'autres gens d'ailleurs. Sur l'accélération du temps et le livre de Christine Ross, oui, vous avez bien sûr raison, c'est des choses que j'essaie de montrer, c'est-à-dire que ces hommes qui partent en Algérie, ils sont d'une certaine manière en mode pause. Alors qu'à côté, la société française, elle continue à avancer. Et elle avance même particulièrement vite à partir de la deuxième moitié des années 50. Donc la première dizaine d'années qui suivent la Deuxième Guerre mondiale, c'est en gros la reconstruction. Elle est loin d'être achevée en 55, surtout du point de vue du logement, mais quand même. Et après, on va rentrer vraiment dans une période de croissance. Donc comme vous savez peut-être, il n'y a pas 30 glorieuses du tout, en fait, hein, économiquement. Mais il y en a au moins 10 et elles sont précisément là. Entre 55 et 70, 60, au moins 20. Donc oui, le temps s'accélère. C'est un élément essentiel pour comprendre, je crois, le décalage que ressentent ces hommes à leur retour d'Algérie. Il y a leur expérience, mais il y a aussi que la France a beaucoup changé. Ils ne reconnaissent pas les musiques. Il y en a un qui me racontait qu'il ne reconnaissait pas les pas de danse. Il était largué quand il allait au bal, parce que c'était plus les mêmes pas de danse. Ça paraît idiot, mais c'est gênant. Enfin, et ce sentiment de décalage, après, il se rattrape le décalage, hein, mais pas toujours.
Donc oui, ça compte beaucoup, et particulièrement dans le monde agricole. Donc je parle beaucoup du monde agricole parce qu'évidemment c'est l'espace économique qui subit les transformations les plus brutales à ce moment-là précisément, et donc il y a vraiment une question autour de quitter la terre, qui n'est pas forcément une question qui était celle qu'ils auraient aimé se poser, mais qui se pose de fait. Inversement, ce temps que je décris comme ça en pause, c'est aussi un temps de retrait par rapport aux injonctions familiales, de retrait par rapport aux voies toutes tracées. Et donc il y a aussi des hommes qui vont rentrer d'Algérie en ayant eu des opportunités et en ayant vu l'occasion de se saisir d'opportunités. Donc par exemple ceux qui passent leur permis de conduire en Algérie, par exemple ceux qui découvrent un autre métier en Algérie, ceux qui découvrent tout simplement autre chose et qui sortent du canton dont je parlais tout à l'heure et qui au retour n'ont pas forcément envie de reprendre l'entreprise familiale, la ferme, je ne sais quoi. Et donc c'est toutes ces bifurcations dont je parle qui sont pas que négatives du tout, et pas que imposées, pas que subies, qui sont un des effets de tout ça. Et puis, pour finir peut-être, la bifurcation... ah non, pardon, il y avait la question des mémoires et des archives, mais une bifurcation beaucoup plus dramatique, c'est les bifurcations qui sont liées à des traumatismes psychiques. Donc ça, c'est tout le chapitre, mais je sens que je suis trop longue à chaque fois, mais tout le chapitre, effectivement, je travaille sur la psychiatrie parce que je me suis demandé comment l'armée française, puis les structures hospitalières françaises, avaient été capables d'entendre les hommes traumatisés. Voilà. Est-ce qu'on les avait entendus? Pour eux aussi, je me suis posé la question de l'écoute. Et donc, j'ai essayé de documenter tout simplement l'état de la psychiatrie à l'époque. L'état de la psychiatrie militaire d'un côté, l'état de la psychiatrie civile de l'autre, c'est pas la même. Et pour comprendre comment ils avaient été entendus. Je vous le fais bref, pas. Ils n'ont pas été entendus. Parce que, pour plein de raisons que j'essaie d'expliquer, voilà, la psychiatrie française est très en retard sur notamment la psychiatrie britannique ou américaine, états-unienne. Elle semble avoir oublié ce qu'elle avait compris à la fin de la Première Guerre mondiale, d'ailleurs, c'est complètement dingue. Donc il n'y a pas vraiment de réflexion dans les années 60 sur ces traumatismes psychiques. Et donc ces hommes arrivent dans les hôpitaux et ils ne sont pas interrogés sur, par exemple, sur ce qu'ils ont pu faire en Algérie. Donc j'ai eu la chance de pouvoir accéder aux archives des hôpitaux psychiatriques qui travaillaient sur les dossiers de patients. Et donc à partir de ça, j'essaie de raconter comment progressivement il y a une prise de conscience que l'Algérie, l'expérience de la guerre en Algérie pour les soldats, donc c'est bien spécifique, pour les soldats appelés, a pu être pour certains l'occasion de traumatismes plus ou moins durables, pas forcément durables, mais voilà, non identifiés, non diagnostiqués, tardivement diagnostiqués. Il faut attendre 1992 en France pour qu'il soit possible pour un appelé d'Algérie, pour un homme qui a fait la guerre en Algérie, de se voir reconnaître un lien entre un traumatisme psychique et son expérience algérienne. 1992, pour que l'État, en gros, accepte de payer quelque chose comme une indemnité, une pension pour des traumatismes de nature psychique. C'est quand même assez tardif. Et dernier point, les archives et la mémoire. Alors, je ne sais pas trop quoi vous dire sur la question des programmes au lycée, parce que c'est vrai qu'il y a quelques années a été introduite en terminale la notion de au choix pour les élèves, soit on étudiait les mémoires de la Deuxième Guerre mondiale en France, soit on étudiait les mémoires de la guerre d'Algérie. Ils avaient oublié de dire si c'était en France ou en Algérie. Je dis qu'ils avaient oublié parce que ça m'a sidéré. Quand le programme a été fait, il n'y avait aucun travaux d'historien sur le sujet, quasiment. Il y avait un livre de Benjamin Stora et c'est tout, qui avait 20 ans. Donc vraiment, c'est la preuve que pour le coup, ce programme-là, il a été pensé par le politique et pas à partir de la recherche. Vraiment. Donc, pour moi, c'est un début de réponse de vous dire ça. C'est-à-dire que le souci, j'imagine, mais je ne suis pas dans la tête de ceux qui font les programmes, le souci, c'est de se dire, dans la société française et dans les classes, s'expriment des mémoires. Et ça, c'est évident. Moi, j'enseigne très souvent, je vais très souvent faire des plans académiques de formation pour les enseignants. Voilà. Il y a des classes où c'est très net, il y a d'autres où ça n'existe pas. Ça dépend où sur le territoire national. Mais, donc, il y avait sans doute un besoin perçu comme ça par le ministère de s'adresser, de se confronter à cette question. Mais évidemment, c'est prendre les choses à l'envers. Travailler sur les mémoires sans avoir établi les bases de connaissances historiques, pour les profs, c'est infaisable. Donc ils sont très très nombreux à avoir préféré choisir mémoire de la Deuxième Guerre mondiale. C'était beaucoup plus tranquille, les élèves on leur en parle depuis le primaire, et au moins ils savent un peu qui est Pétain. Parce que la guerre d'Algérie, oui, on est d'accord. Au moins ils savent un peu qui est Pétain, je sais pas comme ça. Mais voilà. Mais pour la guerre d'Algérie, il n'y a pas de connaissances transmises scolairement, donc c'est beaucoup plus compliqué. C'est
troisième, enfin en troisième c'est pas vrai. Donc voilà, j'ai pas d'explication, mais c'est vrai que ça interroge vraiment sur la représentation des politiques, par les politiques, de la sensibilité de la question guerre d'Algérie. Et maintenant, heureusement, on arrive à dire la question coloniale. On a enfin arrêté de dire seulement la question guerre d'Algérie, et ça fait quand même maintenant, depuis 2005, en gros, on dit la question colonisation. Maintenant, en France, c'est acquis que vous pensez des choses en termes colonial, post-colonial, et pas simplement guerre d'Algérie. Donc ça arrive aussi au ministère de l'Éducation nationale, mais ça reste pas très simple. J'ai pas d'autres explications, et puis alors maintenant avec le nouveau bac, mais il y a des choses passionnantes qui sont faites par les enseignants et des choses magnifiques, et notamment à Nancy d'ailleurs, je ne sais pas si Étienne Aubry est là, mais il y a un enseignant qui a fait des choses assez exceptionnelles avec sa classe dans la ville de Nancy, sur le temps long depuis le 19e siècle, le lien entre Nancy et l'Algérie, c'est vraiment un travail magnifique. Enfin, voilà. Mais il faut beaucoup d'énergie, il faut quand même le redire, tous ces enseignants font ça souvent en plus de leurs heures de cours, les élèves viennent en plus, enfin voilà, c'est un métier qui a ses héros et ses héroïnes. Et sur les archives, pour finir, alors les archives, en France il y a une loi qui fixe les règles, donc les archives sont, sur la guerre d'Algérie, elles sont ouvertes depuis 1992. En fait, la règle, pour le faire très simple, la règle en France sur les archives, c'est une durée minimale qui est 25 ans, au-delà duquel, à partir de laquelle durée, on peut voir les archives, c'est-à-dire les documents produits par l'État. Sauf, et suit toute une série d'exceptions. Une série d'exceptions qui sont liées à différentes choses. Par exemple, les archives médicales, c'est très long. C'est pas 25 ans après que vous soyez allé voir le médecin qu'on peut voir votre dossier. Il faut attendre que vous soyez mort, il faut attendre. Voilà. Il y a des délais qui protègent les gens. L'État protège un certain nombre de choses. Donc l'État protège le secret médical assez très très longtemps. L'État protège les affaires judiciaires plus longtemps que le délai normal. Et l'État protège la vie privée plus longtemps que le secret normal, enfin que la durée normale. Les privés, c'est 50 ans. Et l'État protège plus longuement tout ce qui concerne la sûreté et la défense nationale. 50 ans aussi. Donc, il y a des délais. Donc, si la loi est appliquée, il y a des délais. Donc, ça veut dire que vous pouvez voir librement n'importe qui d'entre vous. Vous allez juste à côté aux archives et vous demandez des documents. Si le délai est expiré, vous avez accès aux documents. Si le délai n'est pas expiré, vous avez le droit de demander un accès qu'on appelle dérogatoire. Donc, moi, par exemple, j'ai fait toute ma thèse qui travaillait sur les violences illégales de l'armée dans les années 90, sur des documents qui étaient inaccessibles. Et je l'ai fait de manière dérogatoire. C'est des documents que je ne pouvais voir qu'en 2022, librement. Je les ai tous vus dans les années 90 en demandant une autorisation spéciale. Donc, ça, c'est toujours possible pour tout le monde. Tout le monde peut faire une demande de dérogation spéciale. Simplement, après, on vous dit oui, on vous dit non. Voilà. Donc, quand c'est pour une thèse, on vous dit en général oui. Quand c'est pour faire un article à la une de l'Humanité, on ne vous dit pas forcément oui. Voilà. Ça dépend. Voilà. Donc, c'est arbitraire. Enfin, c'est compliqué de savoir les critères. Et puis, il y a effectivement, mais là, moi, ça fait 2 ans que je suis très mobilisée sur ça, donc c'est aussi pour ça que je suis assez fatiguée ce soir. On vient de finir, et là, on fait une saisine du Conseil constitutionnel qui est imminente. Il y a une loi là, qui vient d'être votée à l'Assemblée, qui est la loi PATR, donc sur le terrorisme et le renseignement, qui comporte un article qui parle des archives. Et cet article de loi referme un certain nombre d'archives. Donc, il y a la règle générale que je vous ai décrite, et il y a l'article qui vient là d'être voté, pour lequel l'ensemble de la loi, le Conseil constitutionnel vient d'être saisi, qui effectivement va aboutir, si la loi est confirmée, va aboutir à la fermeture sans doute définitive de toutes les archives des services de renseignement. Donc c'est une régression majeure sur ce point, sans aucun garde-fou. Vous pouvez toujours aller vers le stand. Madame Raphaël Branche